Habitant à Québec et ma famille à Lyon, en France, nous avons décidé de nous retrouver dans une magnifique maison à Marrakech, au Maroc, pays musulman de 32 millions d'habitants, à près de 6000 km de Montréal. L'arabe est la langue officielle, mais évidemment, les gens parlent couramment français. En réalité, ce n'est pas aussi clair. Dans les montagnes et villages, bien que non officiellement reconnus, une part importante de la population marocaine a pour première langue le berbère. Dès notre sortie de l'aéroport, nous pouvons vite constater l'histoire et la vivacité de cette ville. Pas un hasard si Marrakech est la première destination touristique du Maroc. Ville bruyante et animée, Marrakech est la ville des souks et des palais. Fondée en 1062 par les Almoravides, la ville de Dieu, selon son étymologie berbère, est surnommée la ville ocre, en raison de ses remparts de boue séchée, d'eau et de déchets de blé. Cette couleur domine royalement. Cette ville est aussi un contraste de richesse et de pauvreté. Il n'est pas rare de voir certains Marocains en calèche traînés par un âne au milieu des Audi et des Porsche. Pour ceux qui n'ont jamais mangé marocain, je vous y invite fortement. À la fois sucrée, salée, épicée, goûteuse et où dominent les herbes et aromates, les olives, les épices, les fruits secs, les agrumes et le miel, cette nourriture est succulente. Nous avons pu goûter à différents hors-d'œuvre populaires appelés mezzés, dont la tektouka à base de tomates et de poivrons verts, mais aussi la zahalouk, une salade d'aubergines aux tomates. En plats principaux, les plus connus sont les pastillas, les tagines, les briouates et évidemment le couscous royal. Moi qui suis une bibite à sucre, j'ai été choyé par les desserts. Un de mes préférés est le kabel ghzal, aussi appelé pour nous corne de gazelle, ce fameux gâteau à base d'amandes mondées, d'eau de fleurs d'oranger, de cannelle et de sucre. L'alcool est interdit aux musulmans pratiquants. A l'inverse, le thé à la menthe est omniprésent. C'est la boisson la plus populaire au Maroc. En créant de la mousse, la coulée à une haute altitude permet de libérer toute la saveur des feuilles de menthe, mais aussi des autres herbes naturelles insérées. Notre première journée au centre-ville fut à sillonner les 1001 souks. Ce qui m'étonne le plus est la gentillesse, l'accueil courtois et la générosité des Marrakchis. Il est de coutume de mettre sa main droite sur le cœur après avoir serré la main de notre interlocuteur. J'adore cet esprit de fraternité. Le dîner au célèbre Café des Épices permet d'avoir une vue originale sur l'une des places des souks. De retour sur la place Jemaa El Fna, nous n'avons pu résister au fameux tour de calèche pour 450 dirhams, environ 45 € pour 4 personnes. C'est ainsi que nous avons pu admirer le minaret Koutoubia, le palais royal dont les photos sont interdites, les cigognes sur les fortifications, l'hôpital, l'hôtel Mamounia, le moderne cyberparc Arsat Moulay Abdeslam ou encore le casino. Les charmeurs de serpents et les éleveurs de singes me déplaisent. Les serpents semblent morts et les singes sont attachés autour du cou avec des chaînes qui les étranglent. Hormis si vous êtes un pro, n'essayez pas trop de conduire. Au milieu de toutes ces autos, ces vélos, ces piétons, ces motocyclettes et ces motos, le code de la route n'existe presque pas. Fait surprenant, j'ai constaté que le piéton était régulièrement prioritaire. Pour notre deuxième journée dans Marrakech, le musée Yves Saint-Laurent. De briques et de bleu foncé, il est tout simplement spectaculaire. Il permet de découvrir l'homme sous toutes ses coutures. Le jardin Majorelle est un autre spectacle majestueux. Des arbres hallucinants, 1001 cactus, des bassins d'eau abritant poissons et nénuphars, des bambous à perte de vue
des plantes grasses par dizaines et évidemment la maison du créateur Jacques Majorelle, peintre français, devenu celle de Yves Saint-Laurent et de son compagnon Pierre Berger en 1980. Petit conseil pratique, achetez vos billets au musée avant 10h. Vous aurez ensuite accès au jardin et éviterez ainsi de longues files d'attente. Notre super chauffeur nous dépose ensuite au El Andalusia, un restaurant dans le quartier de La Casbah, district du sud de la Médina. Sa terrasse sur le toit nous offre une magnifique vue. La Casbah regroupe les tombeaux saadiens, contenant les sépultures de marbre d'une soixantaine de membres de la dynastie saadienne, et Bab Agnaou, la seule porte en pierre d'origine et érigée au XIIe siècle par les Almoravides. Assis sur ses genoux, un artiste sculptait des pierres avec des reliquats de tombeaux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une en souvenir. Je voulais vraiment me balader dans des rues non touristiques et vivre local. Chose faite en arrière des tombeaux saadiens. Les rues sont un peu plus sales, les magasins ultra petits mais ultra pleins d'objets, et évidemment, de nombreuses personnes essayent de nous vendre tout et n'importe quoi. Un jeune a même insisté pour nous aider à retrouver notre chemin soi-disant perdu. Au moment de nous laisser, il nous a insultés parce qu'on ne lui donnait pas assez d'argent. Au milieu de ce bruyant quartier, une coopérative regroupant 33 femmes permet d'y acheter produits naturels pour le corps et des épices. Alors que le guide national géographique disait d'observer le jardin Ménara absolument et que c'était LE jardin à visiter, moi honnêtement, j'ai de loin préféré le jardin Majorelle. C'est tout de même très beau mais surtout très différent. De 88 hectares, ce lieu héberge un bassin d'eau artificiel construit en pierre au-dessus du sol et qui témoigne du savoir-faire des hommes du Moyen-Âge. Il est alimenté par un aqueduc souterrain de plusieurs kilomètres qui achemine l'eau des hauteurs de l'Atlas. On peut même y nourrir des carpes avec du pain acheté juste aux abords. Pour notre troisième journée dans Marrakech, nous avons commencé par déambuler dans certaines rues au nord de la place Jemaa el-Fna, dans le quartier Mouhassine. Découverte des fondouks, ces caravanes-sérails médiévaux qui procuraient autrefois chambres et écuries aux marchands du désert de passage dans les souks. Parmi les 140 existants, beaucoup sont devenus des ateliers d'artisanat. En plein milieu d'un derb, une ruelle en arabe, se trouve le jardin secret, l'un des plus grands et des plus antiques riads de la Médina. Ce jardin musulman traditionnel est alimenté par un kétara, un système d'irrigation souterrain restauré. Vous vous laisserez inspirer par les odeurs de romarin, de lavande, d'olivier, de menthe, d'oranger, de figuier, de citronnier. Le cœur du jardin secret recèle une source d'eau. Dans le monde musulman, l'eau revêt une grande importance au niveau spirituel. L'eau est le symbole de la vie. Dans le Coran, la pluie, les sources et les fleuves sont des signes de la grâce divine et le paradis est décrit comme des jardins sous lesquels les ruisseaux coulent. À midi, halte au restaurant Le 6 sur l'avenue Mohamed VI. Nous avons été accueillis par Yannick, le manager, un Français d'origine. Au menu, épaules d'agneau confit avec légumes et pommes de terre aromatisées au sel et au cumin. Un festin et en plus vous êtes servis comme des rois. En après-midi, visite du quartier juif La Mela. Premier arrêt au Badia, le sublime ensemble palatial construit par un souverain saadien, Ahmed al-Mansour ad-Dabi. Entamé en 1578, les travaux de construction se sont terminés 16 ans plus tard. Un palais à ciel ouvert, muni de bassins et d'orangers. L'odeur de fleurs d'oranger est d'ailleurs omniprésente. Sa terrasse est unique, offrant une vue sur le quartier juif, les cigognes et évidemment le palais. Lieu idéal pour faire plein de photos originales. Le palais Baïa. Après quelques mètres de marche depuis l'arrivée, vous arrivez dans une cour grandiose, le Petit Riad. Bois et pierres sculptées, orangers, un bananier avec ses fruits et sa fleur comme jamais observé, et un sol de céramique en bleu, vert, jaune, noir et blanc. Nous avançons en croyant que ça se termine, mais toujours on arrive dans une autre cour, toujours plus grande, toujours plus belle. Ce palais est mon coup de cœur marocain. L'odeur de fleurs d'oranger nous suit partout. Ses couleurs, sous un soleil de plomb, scintillent et font refléter tous leurs éclats. Si vous n'êtes là que de passage, vous devez absolument visiter le palais Baïa. Retenez ce nom,
le palais Baïa. Pour notre 4e journée d'exploration, nous sommes partis à la découverte de la vallée de l'Ourika. Sur la route, palmiers, taxis jaunes, maisons et murs de couleur ocre, radars policiers, serres de plantes et d'arbres du coin, aquapark, multitude de maisons et d'hôtels en construction forgèrent le paysage. Le premier village, Armat, se situe à 31 km de Marrakech. Vendredi, jour où nous y étions, est jour de marché. À peine stationnés, 5 faux guides se sont jetés sur nous et ne nous ont pas lâchés de la visite. Certes, ils nous donnaient quelques renseignements intéressants, mais c'était étourdissant. Qui plus est, à la fin, ils t'insultent et te font sentir mal parce que tu ne leur as rien acheté. Dommage, car cela enlève de la beauté à cette expérience assez unique. Au marché, on y trouve des légumes bio, des poulets vivants et morts, des moutons, des poissons, des dattes, des fruits, des tapis, des restaurants et des barbiers qui font 3 métiers, coiffeur, barbier et circonciseur. La petite ville de Ténine, de 4500 habitants, à 800 mètres d'altitude, est réputée pour sa safranerie. Grâce au richol de l'Ourika, le safran, tiré du crocus, est cultivé. 1 gramme de vrai safran de qualité prend 150 fleurs de crocus. 150 grammes de safran frais donnent 30 grammes une fois séché. 1 gramme coûte 15 €, soit 23 $ canadiens. Dans les marchés, il est souvent mélangé avec des cheveux de maïs trempés dans du paprika. Pour seulement quelques euros ou quelques dollars, vous avez non seulement la visite, mais aussi les explications, la balade dans les champs et le thé. Nous nous sommes fait référer un marchand de miel. Il nous a emmenés chez lui directement pour une dégustation. Le miel était délicieux, mais à 19 € les 500 grammes, nous avons dû refuser. Avant d'arriver à Seti Fatma, nous traversons différents villages berbères à fleur de montagne, juste au-dessus de la rivière Ourika, malheureusement polluée de 1001 déchets. Les étals de poterie le long de la route sont nombreux. À la Casbah Tifirte, un potier s'est mis à l'œuvre pour nous. Une réelle caserne d'Ali Baba où tous les styles de poterie marocaine sont réunis. Coup de cœur pour la radio complètement ensevelie de terre et le mur que le potier appelle torchon berbère. À Asguin, une coopérative de femmes qui fabrique des produits à base d'argan se visite. On y goûte l'huile alimentaire et leur Nutella berbère, un mélange d'argan et de miel. Un régal sans huile de palme. À Walmas et Tazitunte, les sièges des restaurants le long de la rivière sont des divans colorés. Les pierres des falaises sont peintes, les cerisiers en fleurs laissent des taches de blanc pur à de multiples endroits, et certains ponts sont faits de fils métalliques et de planchettes ou de branches de bois. Le dernier village, Seti Fatma, à 1500 mètres d'altitude, est un village de 23 400 habitants, blotti au fond d'une gorge, au pied des montagnes du Haut Atlas. Très touristique, les autos ont de la difficulté à passer à 2, mais on y mange très bien. Il y a aussi une cascade, mais il faut marcher 30 minutes avant d'y accéder. De façon générale, les journées sont épuisantes, mais divertissantes, riches et totalement dépaysantes. Comme Européens ou Nord-Américains, nous sommes souvent sur nos gardes. Je constate cependant que les Marocains sont un peuple très courtois et accueillant. Avant de partir au Maroc, informez-vous sur quelques modalités et us et coutumes. Vérifiez si vous avez besoin par exemple d'un visa. Les Canadiens et Français en sont épargnés. En fonction du type de votre voyage, la date et le lieu de votre séjour ne seront pas les mêmes. J'ai sincèrement eu un coup de cœur pour le Maroc et Marrakech. Je vous laisse sur un proverbe marocain, un salut attire une conversation.